Chers collègues, bonjour à tous, bienvenue à l'Université de la Nouvelle-Calédonie pour ceux qui ne sont pas personnels de l'université. Ce colloque qui est organisé sous la direction scientifique du professeur Mathias Chauchat est le troisième colloque du laboratoire large cette année, une année qui a été extrêmement chargée en événements, des colloques des différents laboratoires, et ce qui illustre la vitalité de notre université. Donc, aujourd'hui, troisième colloque du large, après les ressources humaines et l'identité en droit, nous allons, une fois n'est pas coutume, nous intéresser à nous-mêmes. Et oui, l'université est un monde vaste et complexe qui méritait bien son colloque. Avant de laisser les intervenants entrer dans le vif du sujet, je vais juste prendre quelques instants pour poser quelques points de problématique. Et en guise de contexte, je vais évoquer l'accord de Nouméa, auquel on reviendra abondamment, évidemment, pendant la journée. Mais je rappelle que dans son article 4.1.1, cet accord écrit que l'Université de la Nouvelle-Calédonie répond aux besoins de formation et de recherche propres à la Nouvelle-Calédonie. En outre, l'Université de la Nouvelle-Calédonie s'est donné statutairement pour but l'accès de tous à la connaissance et à la formation. Ces enseignements visent au développement de l'esprit scientifique et critique. Par ces formations, ses recherches et ses relations, notamment dans la zone Pacifique, elle revendique pleinement son rôle d'acteur ouvert au monde et à la diversité des cultures. Ceci est un extrait de nos statuts. Bon, comme vous le savez, l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie est prévue par l'accord de Nouméa de 1998, traduit par une loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie adoptée en 1999 et modifiée plusieurs fois depuis. Cette loi organique, que nous dit-elle dans son article 27 ? C'est tout de même le sous-titre de ce colloque, donc j'en donne la lecture intégrale. Non pas du colloque, mais de l'article 27. Le Congrès peut, à partir du début de son mandat commençant en 2009, adopter une résolution tendant à ce que lui soient transférées par une loi organique ultérieure les compétences suivantes. Règles relatives à l'administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, ainsi que le contrôle de légalité de ces entités et leur régime comptable et financier. Autres compétences transférables, l'enseignement supérieur et la communication audiovisuelle. Ce qui nous intéresse évidemment ici, c'est l'enseignement supérieur. L'Université de la Nouvelle-Calédonie est donc directement concernée par le transfert de l'enseignement supérieur, notamment parce qu'un avis récent du Conseil d'État semble quand même assimiler transfert de l'enseignement supérieur et transfert de l'université. Mais l'enseignement supérieur, ce n'est pour autant qu'un des hémisphères de l'université, l'autre étant la recherche. Et sur ce point, la loi organique est muette, elle est à dessein, puisque dans les négociations, la recherche avait été explicitement retirée à l'époque à la demande d'un des députés calédoniens. Dans ce contexte, évidemment, c'est une première difficulté qui n'est pas des moindres, puisque se pose alors la question notamment du financement de la recherche, du statut des universitaires, qui, comme chacun le sait, sont aussi des enseignants, mais également des chercheurs. Bon. Deuxième difficulté, c'est la délivrance des diplômes. On en parlera beaucoup ce matin, je pense, et actuellement, les diplômes délivrés à l'université sont des diplômes français et européens. En cas de transfert, l'université pourrait peut-être délivrer des diplômes reconnus par l'État, mais ça n'en ferait pas des diplômes de l'État, et cela pose un problème important au niveau de la reconnaissance internationale. On peut tout à fait envisager qu'après le transfert, l'université délivre des diplômes calédoniens qui ne seraient alors plus reconnus que par la France et la Nouvelle-Calédonie. C'est donc une deuxième difficulté majeure. Ensuite, il faut se poser la question du pourquoi et pour qui transférer l'université. Sur ce point, je souhaite réaffirmer ce que j'ai dit dans les réunions de travail au Haut-Commissariat, qui ont d'ailleurs été très peu. J'ai assisté à une, Étienne Cornu, mon vice-président, à l'autre. Et ce que je veux redire ici, c'est que
avec les personnels de l'UNC, les étudiants sont les principaux concernés, les étudiants et leurs familles, évidemment, et les futurs étudiants, etc. Il faudrait à un moment ou à un autre qu'ils soient consultés sur le sujet, qu'on demande l'avis des étudiants. À titre personnel, il ne semblerait absolument pas normal que les étudiants et les personnels de l'UNC soient écartés du débat. Pour autant, comme il s'agit d'une décision éminemment politique, l'UNC, je l'ai dit également, n'a pas vocation à intervenir directement vis-à-vis du transfert au titre de l'article 27 et adopte à ce stade une posture neutre mais très vigilante. Nous revendiquons la possibilité de pointer précisément les enjeux, les difficultés et conséquences d'un transfert éventuel afin d'éclairer au mieux la décision des élus qui auront à prendre cette responsabilité qui leur incombe, déclencher ou pas le transfert. Une université, c'est d'abord une collectivité humaine. Le premier facteur indispensable à l'existence d'une université digne de ce nom est une communauté de savants. Ce premier facteur arrive presque simultanément avec l'existence d'une autre communauté, celle des apprenants. Ensemble, ils sont l'université. L'université, c'est donc cette réunion des universitaires, des étudiants, des personnels administratifs, et à ce titre, elle est une collectivité démocratique. Les universitaires sont attachés à la démocratie universitaire et à l'élection de leurs responsables. Il me semble qu'un des principaux enjeux est de préserver et d'entretenir ce modèle. Il en résulte qu'il existe au profit du corps des universitaires des droits corporatifs, qui sont par exemple les droits électoraux, l'éligibilité, le droit d'être associé aux décisions de l'université et surtout la cooptation, aussi bien pour le recrutement que l'évaluation par les pairs. La fonction d'enseignement et de recherche universitaire se distingue aussi fondamentalement des autres professions, car elle n'a pas pour objet l'application d'une politique déterminée, issue d'un programme ou d'un projet éducatif, comme pour les autres enseignements. Elle suppose l'expression d'opinions personnelles de la part des collègues qui, par ailleurs, s'adressent à un auditoire très majoritairement adulte, en tout cas beaucoup plus mûr, évidemment, que les élèves des lycées et a fortiori des collèges. L'enseignement ou la recherche se situe donc nécessairement dans les débats en cours. L'enseignement est nourri par la recherche des enseignants-chercheurs. Une des caractéristiques essentielles de la culture universitaire, notamment française, c'est la notion d'indépendance des thèmes de recherche et d'études. Aucune autorité ne peut arbitrairement ou statutairement imposer à un enseignant-chercheur le thème de ses travaux. Il choisit ce thème en son âme et conscience. Souvent, il y a une dimension collective dans la recherche, et souvent, comme c'est le cas à l'UNC, il y a une convergence de vision qui fait que nous choisissons d'œuvrer dans une direction plutôt qu'une autre. En l'occurrence, à l'UNC, nous avons clairement axé notre politique de formation et de recherche au service du développement de la Nouvelle-Calédonie. Vous le savez, le modèle universitaire français est complexe, ancien, il est quasiment millénaire, mais on peut sans risque jouer sa qualité, sa richesse, son universalité et ses valeurs. C'est tout cela, ensemble, que nous voudrions préserver. Avant de terminer, je voudrais évoquer le rapport d'évaluation récent de notre université, puisqu'il vient d'être rendu public par l'autorité administrative indépendante qui l'a rédigé, le Haut Conseil à l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, le HCERES. Ce rapport, dans ses propos conclusifs, aborde en partie notre ordre du jour. Sur le transfert de l'université, que dit le HCERES ? Sa première remarque, on la trouve dans les points faibles de l'université. C'est la suivante. Un environnement institutionnel qui fragilise l'autonomie de l'établissement. C'est-à-dire que la possibilité même du transfert a été perçue comme un élément déstabilisant. En face de ce point faible, le HCERES fait une recommandation claire qui est la suivante, toujours dans les éléments conclusifs. L'autonomie stratégique de l'université, en formation comme en recherche, est d'autant plus à faire respecter qu'elle est la garantie d'une reconnaissance nationale et internationale. C'est-à-dire que le transfert est perçu comme réduisant le périmètre de reconnaissance nationale et internationale de l'université, ce qui apparaît paradoxal, puisque vouloir réduire la reconnaissance internationale apparaît
contradictoire quand on espère dans le même temps s'émanciper. Avant de laisser la parole au professeur Chauchat, je voudrais ici le saluer et le remercier d'avoir mis en place ce colloque. Je voudrais aussi remercier chaleureusement les invités, notamment le professeur André Legrand, le professeur Olivier Beau. Un remerciement particulier et amical également pour nos 2 collègues universitaires qui nous viennent d'Australie et qui sont venus partager avec nous, M. Robert Browning et M. Cogliati-Bans. Je remercie aussi les travailleurs de l'ombre qui sont particulièrement sollicités en cette fin d'année pour l'organisation de nos événements. C'était avant-hier soir une représentation scénique au Théâtre de Verdure. Hier, une conférence de presse. Aujourd'hui, un colloque. Je veux parler bien sûr de nos équipes de la direction technique et de la communication. Voilà, j'ai été un peu long. Je m'en excuse un petit peu, mais le sujet est particulièrement prenant pour le président d'université que je suis. Chacun pourra en convenir. Donc, je vous remercie de votre attention et je nous souhaite un colloque riche d'échanges et d'enseignements. Je vais prendre le relais rapidement. Je vais essayer d'expliquer des problèmes compliqués. Alors, expliquer la Nouvelle-Calédonie, vous m'entendez, l'accord de Nouméa, où chaque article de la loi organique, c'est toujours complexe parce que ça revient à discourir sur des malentendus. Vous avez l'article 27 derrière vous et on va passer un certain temps à expliquer le mécanisme de l'article 27. Et certains vous diront, mais c'est un travail complètement inutile et absurde parce que jamais personne ne demandera le transfert de l'université. Et d'ailleurs, le comité des signataires qui s'est réuni à Paris, donc qui regroupe les signataires de l'accord de Nouméa, à la manière des anciens qui suivent l'évolution de l'accord politique qui est intervenu, ce comité des signataires ne l'a pas demandé. C'était le 7 novembre à Paris, faute de consensus. Bon. Donc on discourt sur quelque chose dont on nous dit que c'est inutile. Alors, je voudrais quand même vous dire que chacun de nous peut souhaiter, voire penser que l'accord de Nouméa n'ira pas à son terme. Et chacun de nous peut souhaiter ou penser que l'accord de Nouméa ira à son terme. Donc il faut avoir en perspective que tout ça fait partie d'un contrat politique entre les forces politiques de la Nouvelle-Calédonie et que ce n'est pas aussi simple qu'on le pense d'arrêter la machine. Donc, moi, je vais focaliser l'exposé sur le mécanisme de l'article 27. Ensuite, la logique générale des transferts. Et cet après-midi, on verra des aspects plus techniques en forme de débat général avec les personnels. Il y aura les mêmes éléments, mais sans un peu le caractère plus figé des interventions des universitaires. Et puis, après, on va resserrer sur nos problématiques du transfert, juste pour passer la parole aux intervenants. Alors, sur le mécanisme de l'article 27 que vous avez derrière, c'est un mécanisme qu'on dit à double clé. Alors, c'est très étrange parce qu'il faut une demande du Congrès et il faut une loi organique de transfert. Vous voyez, donc, il faut que la Nouvelle-Calédonie le demande et il faut que l'État adopte une loi organique particulière de transfert. Et on retrouve ces éléments que pour des compétences qui sont présentées comme partagées. Donc, vous avez vu l'enseignement supérieur, la communication audiovisuelle, etc. Donc, aussi des questions complexes, les règles relatives à l'administration des communes, le contrôle de l'égalité. Vous voyez, c'est des questions qui sont complexes parce qu'elles mettent en cause les libertés publiques, mais aussi des principes comme l'indépendance des enseignants de l'université ou celle des journalistes. Donc, c'est un dispositif complexe. Alors, c'est un dispositif aussi qui est présenté tout le temps comme facultatif. Alors, je voudrais quand même revenir sur cette question. Certains vous disent, c'est facultatif. En gros, tant qu'il y aura une majorité non indépendantiste au Congrès, et ça durera l'éternité,
jamais le transfert n'aura lieu. Alors revenons un peu sur cette question du transfert facultatif ou pas. Parce que là encore, en 2014, dans le comité des signataires, il avait été noté que l'État relève que les dispositions de l'article 27 de la loi organique font obstacle à ce que l'État, à défaut d'adoption d'une résolution par le Congrès, procède de sa propre initiative au transfert de ses compétences. Donc en 2014, l'État a fait savoir que pour lui, il n'y aurait pas de transfert sans demande du Congrès. Et l'Union calédonienne, donc le Rassemblement démocratique océanien, enfin des partis indépendantistes du FLNKS, ont répondu encore à ce comité des signataires. Je vous lis quand même la réponse officielle des indépendantistes. L'Union calédonienne n'a jamais validé cette interprétation, à la fois parce que cette logique est fondamentalement contraire à l'esprit politique de l'accord de Nouméa, accord de décolonisation et d'émancipation, et parce qu'il n'y a aucune ambiguïté sur l'interprétation de l'article 27, quand je vous disais qu'on discutait de malentendus. Et poursuit, le Congrès peut adopter. La formulation « peut » traduit bien une possibilité octroyée au Congrès, mais ne constitue pas une condition sine qua non pour opérer ces transferts. Dans le cas contraire, toujours selon l'Union calédonienne, le législateur aurait employé la formule « doit » pour que l'intervention du Congrès soit indispensable au déclenchement de ces transferts. Pour l'Union calédonienne, il ne fait aucun doute que les transferts de l'article 27 n'ont rien d'optionnel et que leur mise en œuvre relève de la seule responsabilité de l'État. Donc vous voyez, on est déjà sur un désaccord fondamental. L'État et les non-indépendantistes, qui ont souvent des discours quand même asymétriques, disent « Ok, j'attends, c'est un transfert conditionnel ». Les indépendantistes vous disent « Non, non, ça fait partie d'une obligation constitutionnelle de la France ». Bon. Alors, je continue. Ce débat, il a déjà eu lieu, exactement dans les mêmes termes, pour le transfert du droit civil et du droit commercial. En gros, c'était l'article 26, l'article d'avant la loi organique, qui disait simplement qu'un certain nombre de compétences devaient être transférées à la fin des 2 mandats commençant en 2004 et 2009, donc 2009-2014. Donc avant 2014, il devait y avoir le transfert du droit civil et du droit commercial. Et les mêmes vous répondez non, non, c'est facultatif. Pourquoi ? Parce que le Congrès devait le demander par une loi du pays votée à la majorité des 3/5. Et donc on vous disait, mais il n'y aura jamais de majorité des 3/5, il n'y aura jamais de demande. Et donc ce transfert est purement facultatif, il n'aura pas lieu. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors beaucoup d'universitaires ici et en dehors l'ont soutenu. J'ai longtemps été un peu seul à dire que ces transferts étaient une obligation constitutionnelle et se faisaient. Le débat, il était juridiquement de savoir si ces transferts devaient avoir lieu de plein droit à l'expiration du terme, c'est-à-dire en 2014, ou si l'État devait transférer par l'obligation constitutionnelle. En gros, l'idée, c'était de dire le Congrès, il peut délibérer tant qu'il est validé, tant que c'est pour lui une option de le demander. Mais à la fin du terme, l'obligation constitutionnelle demeure. Et donc l'État doit transférer. Donc vous voyez, ce débat, il est le même aujourd'hui, sauf qu'on n'a plus une date précise. Mais on a quand même une indication forte dans l'accord de Nouméa, parce que toutes les compétences non régaliennes doivent être transférées au pays avant le vote d'autodétermination, qui ne peut porter dans l'accord que sur la question de la souveraineté du pays. Donc, normalement, et en toute logique, le transfert de l'université, de la communication, du contrôle de l'égalité, etc., tout ça doit se faire avant le vote d'autodétermination. Donc, aujourd'hui, on vous explique, mais non, les Calédoniens, ils voteront sur l'ensemble, ils voteront pour savoir s'ils veulent transférer l'université, s'ils veulent... Mais on est déjà en train de changer la fin de l'accord. Vous voyez, pour l'instant, ce n'est pas ça qu'il y a dans le contrat politique qui est écrit. Donc, voilà, je voulais vous rappeler que la question du caractère facultatif est compliquée et fait l'objet de désaccords. Alors, je vous rappelle quand même un dernier élément qu'il faut avoir présent à l'esprit.
finalement, le transfert du droit civil et du droit commercial a eu lieu, alors qu'il ne devait jamais avoir lieu. Pourquoi? Parce que lors d'un comité des signataires, c'est François Fillon, qui était Premier ministre, il a dit clairement « les transferts de compétences sont le moteur de l'accord de Nouméa ». Et il dit « j'estime que l'État a l'obligation constitutionnelle de transférer en 2014 si le Congrès ne l'a pas demandé ». Il a pris ses responsabilités. C'est d'ailleurs intéressant. Et du coup, vous connaissez cette maxime, puisque tous ces mystères me dépassent, feignons d'en être l'organisateur. Du coup, dûment tancé par l'État, avec la menace de l'État qui dit « vous voulez mettre fin à l'accord de Nouméa, mais moi je suis lié par ma constitution », eh bien, les non-indépendantistes, d'un seul coup, le dernier jour possible au Congrès, ont voté le transfert du droit civil et du droit commercial. Il a été adopté à l'unanimité. Tout le monde s'est glorifié de dire, voilà, l'accord politique continue, etc. Bon pour le service, l'accord de Nouméa. Mais il y a une forte pression de l'État. Ce qui est amusant et paradoxal aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas la pression de l'État. Alors c'est quelque chose qu'on voit souvent. On a sans doute un gouvernement aujourd'hui, paradoxalement moins favorable à l'émancipation politique et sans doute plus à droite que son prédécesseur. C'est très étrange, mais l'outre-mer, on est souvent à front renversé de la politique nationale. En fait, les élus conservateurs en France se sentent moins liés avec les demandes des non-indépendantistes, parce qu'ils ont la possibilité de les sermonner. Alors que la gauche, quand elle est au pouvoir national, est fragile parce qu'elle craint les désordres. Et donc, elle a tendance à aller plutôt au-devant des désirs des non-indépendantistes. Vous voyez, là aussi, ça fausse la perception de ce qu'on croit. C'est-à-dire, on croit toujours que celui qui affirme le plus fort que la Calédonie doit rester dans la France est celui qui va le plus freiner l'application de l'accord. Historiquement, ça a toujours été l'inverse. Donc, à méditer à bon entendeur. Voilà. Alors après, je vous donne juste maintenant une anecdote très rapide. L'article 27, il faut savoir, c'est un monstre juridique. Parce que il est à la fois en contradiction avec l'accord de Nouméa et en contradiction avec la Constitution de la France. Et alors ce qui est fou, c'est que c'est une loi organique qui a fait l'objet d'un contrôle de constitutionnalité préalable par le Conseil constitutionnel. C'est juste pour s'amuser, je veux dire, les monstres juridiques, on connaît en Calédonie. Alors, la première chose, c'est que quand vous regardez l'article 27, qui vous dit que ça doit être transféré, etc., par une demande du Congrès, si vous regardez les règles relatives aux communes, c'est-à-dire le transfert des communes, le contrôle de l'égalité des communes, le régime comptable et financier, vous allez retrouver tout ça dans des compétences à transférer dans l'accord de Nouméa en même temps que le droit civil et le droit commercial. Alors, ils ont été subrepticement enlevés, mis dans l'article 27 pour gagner du temps. Mais logiquement, dans l'accord de Nouméa, ils sont dans le même bloc que le droit civil et le droit commercial. Bon, le Conseil constitutionnel n'a pas relevé cette incohérence. Et puis, après, encore mieux, l'article 27, il est contraire à l'article 77 de la Constitution. C'est juste un mot, parce que la Constitution dit que les règles institutionnelles relatives aux institutions de la Nouvelle-Calédonie sont fixées par la loi organique. Et là, on transfère les règles relatives aux provinces, qui sont des institutions de la Nouvelle-Calédonie, à la Nouvelle-Calédonie. Donc, il faudrait réviser au préalable la Constitution française. Alors, inutile de vous dire que le transfert des provinces, il est bloqué, pour cette raison-là, juridique. Et puis, pour une deuxième raison, c'est que les présidents de province ne veulent surtout pas être contrôlés par un éventuel président du gouvernement de la Calédonie. Et donc, finalement, ce problème est passé à la trappe, en quelque sorte, par consensus des têtes politiques locales. C'était juste pour vous montrer que, vous voyez, dès qu'on ouvre un article de la loi organique, vous tombez sur beaucoup plus de problèmes que vous le supposez. Donc, l'article 27, c'est ça. Alors, deuxième question dont je voudrais vous parler, c'est la logique des transferts. C'est-à-dire comment on fait des transferts. Alors, première chose, en Nouvelle-Calédonie, on ne se pose pas la question du pourquoi. Vous savez, en France, on transfère pour améliorer les choses, pour responsabiliser, etc.
En Calédonie, si je puis dire, c'est un peu violent, mais le transfert est idéologique. Pourquoi ? Parce qu'on a signé un accord d'émancipation politique du pays et parce que toutes les compétences non souveraines doivent être transférées avant le vote d'autodétermination. Donc d'une certaine manière, on a répondu au pourquoi. Pourquoi ? Parce que c'est la décolonisation du pays. Alors, évidemment, la logique des transferts est incompréhensible si on ne la met pas au regard du processus de décolonisation du pays, au regard de l'Organisation des Nations Unies. Sinon, on ne peut pas comprendre. Donc quand vous avez tous les discours qui consistent à dire « je transfère pour améliorer », etc., c'est des discours entre guillemets franco-français. Donc ça, c'est la première spécialité, je veux dire, de la Nouvelle-Calédonie. Et pareil, on est dans une logique globale. C'est-à-dire, comme on a raisonné dans l'accord de Nouméa, on a dit, voilà, qu'est-ce qui est du régalien ? Alors, il reste les 5 compétences régaliennes, monnaie, justice, défense, police, affaires étrangères. Et on a dit, tout ce qui n'est pas du régalien doit être transféré. Donc, quand ils ont fini l'accord de Nouméa, ils ont balayé et ils ont dit, ben, ça, j'en fais quoi ? Donc, on s'est retrouvé avec des tas de compétences comme ça à transférer. Donc, aujourd'hui, on raisonne pareil. C'est-à-dire, quand on regarde le périmètre du transfert, on regarde si c'est du régalien ou pas du régalien. Si ce n'est pas du régalien, ça doit être transféré. Donc on raisonne par bloc de compétences. On n'est pas là pour mégoter. Or, toute la discussion ici, ça consiste à multiplier les problèmes techniques sur les périmètres pour rendre le transfert difficile, compliqué et partiel. Alors, le Conseil d'État le dit dans son avis. Vous savez que le Conseil d'État a rendu un long avis sur l'article le 27. Alors, il l'a rendu au mois de juillet 2016. Et cet avis, d'ailleurs, il est disponible dans les dossiers, vous pourrez l'avoir. Et le Conseil d'État dit effectivement que les compétences transférées portent, sauf dispositions particulières résultant de la Constitution, sur l'ensemble du bloc de compétences relevant jusqu'alors de l'État. Donc il ne faut pas chercher trop de problèmes de découpage. On transfère des blocs entiers. Alors, la question qui revient inévitablement quand on parle logique de transfert de compétences, c'est les compensations financières. Alors là, c'est un autre article de la loi organique. Alors, je vous en ai mis des extraits parce que la loi organique prend du gras au fur et à mesure des années. Et donc, vous avez des articles 55.1, 55.2 maintenant, enfin de plus en plus longs. Mais en gros, la logique, c'est que quand l'État transfère, il transfère aussi la totalité des moyens qui étaient affectés à cette action. C'est étrange, et ça fera l'objet d'une dotation de compensation. Donc l'État ne transfère pas en disant à Nouvelle-Calédonie, débrouillez-vous. L'État transfère en donnant la totalité des moyens qu'il dépensait lui-même pour ce service. Alors après, il peut y avoir une discussion sur l'évolution dans le temps des dotations, etc. Mais la question fondamentale des moyens est réglée par l'article 55. Et puis se pose la question des personnels. Alors là aussi, la question des personnels, elle est normalement réglée. Donc c'est l'article 59 de la loi organique. Là aussi, j'ai pris les extraits fondamentaux, mais ça vous montre le mécanisme. Et ça va nous permettre d'illustrer un des principes du transfert, c'est qu'on ne transfère pas forcément à droit constant. Donc ça, c'est la règle que vous allez retrouver dans l'accord de Nouméa telle qu'elle a été traduite dans la loi organique. Donc en gros, l'idée, c'est que les personnels qui travaillaient dans un service de l'État qui est transféré, ils sont mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie. Et lorsqu'ils ne sont pas assujettis à des règles de séjour, c'est-à-dire ces fonctionnaires métropolitains qui viennent en détachement, délégation, ce qu'on appelle entre guillemets en contrat en 2 fois 2 ans, eh bien, ils ont la possibilité de demander soit à intégrer la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie, soit rester fonctionnaire d'État. Mais il y a une épine, si je puis dire. Si vous demandez à rester fonctionnaire d'État, vous êtes placé en position de détachement sur un emploi de la Nouvelle-Calédonie. Et la Nouvelle-Calédonie peut alors y mettre fin. Ce n'est pas une sanction disciplinaire que de mettre fin à un détachement en disant ben voilà, j'ai des Calédoniens à recruter,
On vous remercie de votre participation au développement du pays, mais il est temps de retourner à l'île, voir si le climat est aussi beau qu'ici. Donc, c'est très traumatisant. Alors, quand il s'agit du transfert du second degré, tout ça a été changé. Et c'est pour ça que j'insiste, on ne transfère jamais à droit constant. Puisqu'il y a une loi organique de transfert, du coup, les règles peuvent être amendées. Et les députés de la Nouvelle-Calédonie avaient beaucoup insisté pour que les personnels du second degré soient mis à disposition globale et gratuite. Alors, c'était des mots magiques, parce qu'il y avait le mot « gratuit ». Alors, vous avez toujours l'impression de faire une bonne affaire, mais comme m'a appris Gaël, c'est un de ses proverbes préférés, il n'y a pas de repas gratuit en économie. Donc, il y a toujours quelqu'un qui paye la facture. Alors, en gros, l'idée, c'est l'État dit « Ah ben, je continue à payer comme avant les personnels, etc. » Rien ne change. C'est miraculeux pour les personnels, parce que du coup, les personnels continuent à être payés par l'État comme si ne rien changeait, et ils n'ont pas à faire les choix d'options. Ils n'ont pas à dire « je me sens calédonien, finalement je me sens métropolitain, parce que moi je préfère la retraite en France, en euros, on ne sait jamais comment ça va tourner. » Et donc, du coup, ils n'ont pas ce choix à faire. Et ça a été l'immobilisme, c'est-à-dire on a transféré en figeant tout. L'inconvénient, et c'est maintenant que j'arrive à la facture, l'inconvénient c'est qu'évidemment, la Nouvelle-Calédonie ne peut pas gérer sa masse salariale. Et que la Nouvelle-Calédonie ne peut pas, en quelque sorte, faire partir un certain nombre, par exemple, de professeurs métropolitains, anciens, coûteux, etc., pour recruter les jeunes Calédoniens. Donc aujourd'hui, ceux qui payent la facture, c'est les jeunes Calédoniens qui ne trouvent pas d'emploi. Il n'y a pas de repas gratuit en économie. Donc, ce qui a été fait pour des raisons politiques, c'est-à-dire figer le système, empêcher le débat, aboutit à ce que, du coup, l'exercice des compétences transférées s'accompagne pas d'une meilleure productivité du service à un coût au moins égal, sinon meilleur. Donc voilà, simplement l'enseignement qu'on en tire, c'est qu'on peut changer la loi organique. Puisqu'il y a une loi organique de transfert, quand quelque chose nous déplaît dans le transfert, on peut modifier ça. Alors vous verrez que pour les statuts des personnels universitaires, on s'achemine vers quelque chose comme ça. De toute façon, c'est indiqué dans l'avis du Conseil d'État, on y reviendra. Maintenant, je voudrais juste resserrer et terminer sur le transfert de l'enseignement supérieur. Sur le transfert de l'enseignement supérieur, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire que la Nouvelle-Calédonie, à la place de l'État, deviendrait compétente pour réglementer l'enseignement supérieur et réglementer aussi les modalités d'organisation de l'université. Donc, il y aura aussi un changement de tutelle. Donc, tout ça est un changement lourd. Alors, ce n'est pas la table rase, parce que le principe des transferts, c'est que les textes anciens demeurent applicables. Simplement, l'État perd la possibilité de les modifier. Les modifications sont faites par la Nouvelle-Calédonie. Donc, en quelque sorte, la loi Pécresse, liberté, responsabilité, dite LRU, qui nous est applicable, elle demeurerait applicable jusqu'à ce que la Nouvelle-Calédonie commence à la modifier. C'est ça le principe général. Alors, on a quand même des contraintes importantes dans le transfert. La première contrainte, c'est celle du périmètre. Est-ce qu'on transfère l'établissement ou pas? Est-ce qu'on transfère la recherche? La deuxième contrainte, ce sont les principes législatifs ou constitutionnels opposables sur lesquels on reviendra. Donc juste quelques mots pour vous montrer ces difficultés. Alors le périmètre, vous avez cet article-là de la loi organique qui est quand même relativement clair. Il y a eu un débat ici. Le débat, c'est oui, mais transférer la compétence, c'est pas transférer l'université. Donc vous avez quand même l'article 56 de la loi organique qui vous dit les services ou parties de services, vous voyez, de l'État chargés exclusivement de la mise en œuvre d'une compétence attribuée à Nouvelle-Calédonie aux provinces sont transférés. Donc, logiquement, l'établissement est transféré. Alors, dans l'avis du Conseil d'État, vous verrez qu'ils n'ont pas le même point de vue pour NC Première. Parce qu'ils disent que c'est une société privée, d'un groupe privé, donc ce n'est pas au sens strict un service de l'État, et donc NC Première ne serait pas transféré. Alors, inutile de vous dire qu'à NC Première, ils ont soufflé. Hein.
Et la balle est passée près, mais nous a pas touchés. Mais voilà, parce que c'est une société privée, je trouve ça assez formel, mais enfin bon, comme distinction. Donc sur le périmètre du transfert, en tout cas, nous, il y a assez peu de discussions au niveau des experts pour dire que l'université fait partie du transfert. Donc, la question de la recherche. Alors, Gaël l'a dit, la recherche est exclue du transfert. Dans l'article 27, on parlait de l'enseignement supérieur. En fait, il ne l'a pas cité, mais c'est Pierre Frogier qui est à l'origine d'un amendement, qui était alors député, et qui a dit, mais il est hors de question de transférer l'IRD. Donc si on met enseignement et recherche, ça va créer une ambiguïté sur les grands établissements nationaux de recherche implantés en Nouvelle-Calédonie. Donc la recherche n'a pas vocation à être transférée. Mais c'est des amendements qui ont été faits, vous savez, souvent comme en séance, le ministre ne s'est pas opposé, ça a été en 5 minutes. Donc il n'y a eu aucune réflexion sur tout ça. Donc on a supprimé enseignement supérieur et recherche de la loi en supprimant recherche uniquement pour ne pas transférer l'IRD. Il n'y a eu aucune réflexion, enfin, voilà, autre que ça. Donc, après tout, et là, j'en viens là, à cette réflexion, est-ce que la recherche est une compétence de l'État? Je vous pose la question. C'est-à-dire qu'on raisonne par compétence, mais est-ce que la recherche est aujourd'hui une compétence de l'État? Moi, je ne le crois pas. Je crois que tout ça, c'est un faux problème. D'ailleurs, souvent, ceux qui disent la recherche est une compétence de l'État disent aussi, mais les universitaires sont indépendants en matière de recherche. C'est-à-dire, un universitaire n'écrit pas au nom de l'État, il écrit librement, il n'écrit même pas au nom de son établissement, mais c'est une compétence de l'État. C'est une compétence de l'État parce que ça empêcherait le transfert, sous-entendu. Vous voyez, il y a une contradiction intellectuelle. En réalité, je crois que la recherche n'est pas une compétence de l'État, et ce n'est pas souhaitable qu'elle le soit. Un peu comme l'art, si vous voulez. Moi, je crois à la liberté. Et donc, c'est plutôt un champ de possibilités qui est ouvert à toutes les collectivités. Vous prenez l'Institut agronomique calédonien, établissement public de la Nouvelle-Calédonie, personne ne conteste qu'ils font de la recherche. Alors si c'est une compétence de l'État qu'on m'explique, il va vite falloir aller fermer l'IAC. Vous voyez, à la limite, je veux dire, la Société d'études historiques de la Nouvelle-Calédonie, elle fait de la recherche, enfin... Pourquoi on en fait une compétence de l'État d'un seul coup? Donc moi, je crois personnellement que c'est un faux problème. C'est un faux problème. Néanmoins, le Conseil d'État, dans son avis, semble avoir fait, mais sans réflexion à mon avis approfondie, semble avoir fait de la recherche une compétence de l'État, puisqu'il en tire des conséquences. Il en tire la conséquence que recherche et enseignement sont tellement imbriqués dans le travail des universitaires, et comme Olivier Beau, je préfère d'ailleurs le mot universitaire, enseignant-chercheur, qui est un mot épouvantable. Donc, enseignement et recherche sont tellement imbriqués dans le travail des universitaires, il dit que du coup, puisqu'on ne transfère pas la recherche, on ne peut pas transférer le statut des personnels, etc. Et tout ça restera national. Alors, c'est une logique qui est à la fois absurde et très française. C'est-à-dire que très souvent, on transfère, mais sans donner aux collectivités, je pense fonction publique locale, fonction publique universitaire, fonction publique hospitalière, université, les moyens du transfert. C'est-à-dire, on leur dit, oui, mais on a transféré, mais c'est des corps nationaux. Donc, vous êtes assujetti aux règles nationales, à l'évolution du point national, etc. On vous dit, vous gérez votre masse salariale, mais en gros, vous ne gérez pas les corps, les carrières, etc. Donc tout ça finit par être absurde, et ça pose le problème de ce qu'il y a un pilote dans l'avion. Alors on le voit dans les collectivités locales, on le voit à l'hôpital, on le voit à l'université. Tout ça est très étrange, mais le Conseil d'État ne fait que reproduire un schéma, qui pour moi est un schéma d'échec, mais un schéma qui est quand même un peu universel en France. Les corps nationaux, et puis après, on déconcentre ou on décentralise la compétence. Bon, voilà la question de la recherche. Pour moi, c'est le type même de faux problème. Personne n'envisage de transférer l'IRD, et on pourrait considérer que la recherche n'est pas au sens strict une compétence de l'État. D'ailleurs, reçoit-on des directives de l'État en matière de recherche? Exerce-t-il cette compétence? Il la finance indirectement, mais parmi d'autres. Donc réfléchissez à ça.
Alors, voilà la question du périmètre, et je termine mon intervention, je ne veux pas être trop long. Juste maintenant, quand on transfère une université, il y a des principes constitutionnels et législatifs qui vont être opposables au transfert. C'est d'autant plus important qu'ils vont être, s'ils sont constitutionnels, ils sont opposables à l'État lui-même, dans la loi organique de transfert, et s'ils sont législatifs, et si on arrive à ce qu'ils puissent être intégrés dans la loi organique de transfert, ils vont être opposables à la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est quand même relativement important. Et le Conseil d'État, d'ailleurs, dans son avis, engage dans cette voie. Il dit, dans l'accord de Nouméa, l'enseignement supérieur a une compétence partagée. Il faut que l'État tire les conséquences de ce partage en mettant les principes qu'il veut conserver dans la loi organique de transfert. Donc c'est quand même une question qui est fondamentale. Et c'est là qu'on est dans notre question de l'indépendance des universités. Les questions qui sont fondamentales, c'est est-ce que l'université peut rester une collectivité démocratique? Vous savez, j'ai entendu des horreurs quand les élus ont discuté du transfert d'université. En gros, certains pensaient qu'on allait devenir l'OCEF. Alors l'OCEF, c'est l'Office des viandes. En gros, vous mettez les élus du Congrès dans le conseil d'administration, vous nommez le directeur, et c'est une université. Et on met la main sur le gisement d'emploi. Donc attention, ce n'est pas ça le transfert d'une université. Donc c'est une collectivité humaine qui a des traditions démocratiques. Et la grande question qui se pose pour nous, c'est est-ce qu'on peut rester maître chez nous? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut rester majoritaire dans nos conseils? J'entends, est-ce que les universitaires peuvent rester majoritaires dans nos conseils? Est-ce qu'on va conserver le droit d'élire le président de l'université? C'est ça, fondamentalement, qui ancre l'autonomie et l'indépendance de l'université. Et pareil, peut-on garder l'indépendance en matière de pédagogie et de recherche? Un mot, ce n'est pas pour des raisons corporatistes. J'ai entendu dire ça aussi, ah oui, mais les universitaires, c'est les corporatistes, ils veulent être tout seuls. Non, fondamentalement, l'universitaire, Gaël l'a un petit peu rappelé, il parle à un public d'adultes. Nous, on n'enseigne pas dans un programme défini comme dans le second degré. On a cette liberté, je veux dire, de définir le contenu de nos matières. On le fait dans la discussion avec nos collègues, je veux dire, et c'est toujours automatiquement dans des débats d'actualité. Donc, certes, ça peut être très conservateur, l'indépendance pédagogique, mais ça peut être aussi innovant. Gaël a rappelé le pôle numérique et technologique. On va essayer de moderniser, grâce au numérique, la pédagogie, faire des pédagogies innovantes. On peut faire tout ça. Je veux dire, on n'est pas, entre guillemets, handicapé par le mammouth. Et c'est pareil sur la recherche. Sur la recherche, moi je crois que ceux qui veulent diriger la recherche sont les mêmes que ceux qui veulent décréter le taux de croissance. Et moi, au contraire, j'oppose une vision qui est plutôt celle de la sérendipité, c'est-à-dire finalement on trouve souvent ce qu'on ne cherche pas et on n'a pas cherché ce qu'on a trouvé. Donc, il peut y avoir des directions générales pour créer des synergies entre équipes, etc. C'est ce qu'on fait. Mais après, les universitaires ne cherchent bien que s'ils sont libres et passionnés par leur sujet. Si on dit à quelqu'un, vous devez chercher dans tel sujet, etc., il ne fera rien. Il opposera l'inertie du corps et des statuts. Donc moi, je crois que le dynamisme de l'université, il dépend de cette indépendance de la pédagogie et de la recherche et cette indépendance de nos structures, les structures électives. Alors, c'est pour ça que André Legrand nous parlera de la question du principe d'autonomie des établissements. On aura la question des diplômes par Federico Berrera qui va remplacer le vice-recteur, qui va nous parler donc de cette question difficile des diplômes. Ensuite, après la pause, on aura Olivier Beau qui va nous parler de ces principes de liberté académique. Et puis, parce que tout ça est universel, on aura nos deux collègues australiens qui nous feront un zoom sur comment ça marche une université australienne. Ils ont la chance quand même d'avoir des très belles universités à laquelle j'ai pu participer. J'ai toujours un regard attendri quand je pense à l'université du Queensland, Yuku, qui m'a si bien accueilli pendant mon sabbatical. Donc, voilà.
je termine juste d'un mot. Ce qui nous importe, ou ce qui doit nous importer à nous les universitaires, c'est moins la tutelle, qu'elle soit celle de l'État ou celle du pays. Ce qui nous importe, c'est qu'on défende nos valeurs d'indépendance et qu'on soit en accord, en harmonie avec notre propre mode de pensée. Et c'était ça le but du colloque, c'était sensibiliser tout le monde à cette question. Je vous remercie.